Bonjour à tous et bienvenue sur Hors Média. Aujourd'hui, je reçois Maître Aziz Mira, avocat en droit agroalimentaire. Bonjour Maître Aziz Mira. Bonjour Exaucé, quel plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Donc, comme je le disais, vous êtes avocat en droit agroalimentaire. Alors c'est un domaine encore peu connu du grand public, mais pourtant au cœur de notre quotidien. Ce que nous mangeons, les crises sanitaires, les rappels de produits, avec un parcours pointu entre droit, qualité alimentaire et gestion de crise. Vous accompagnez les dirigeants d'entreprises agroalimentaires dans des moments parfois critiques où tout peut basculer en quelques heures. On va revenir ensemble du coup sur votre parcours, comprendre pourquoi vous avez choisi cette voie très spécifique, mais aussi décrypter les enjeux actuels autour de la sécurité alimentaire et de la responsabilité des entreprises. Ma première question, maître, est assez simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat, déjà ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier, cher Exaucé, pour cette invitation. Onel également, qui est derrière les caméras. Merci. C'est un honneur que d'être parmi vous aujourd'hui en tant que juriste, en tant qu'avocat et surtout en tant qu'Orléanais pour ce que ce média représente pour les Orléanais. Le jeune Orléanais que je suis, qui a grandi notamment avec le fameux groupe 45 LS représenté par Onel aujourd'hui, n'en est que flatté. Merci beaucoup. Votre question était ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? Ah mon Dieu, ne me lancez pas sur le parcours. Très longue histoire. Allez-y. Initialement, absolument rien ne me prédestinait à porter la robe. Strictement rien. Donc, tout a commencé du coup avec une histoire tragique. Donc, j'étais très petit, j'avais 8 ans. J'ai perdu ma mamie, donc la mère de ma mère. Donc, elle est décédée d'un cancer. Et ça m'a beaucoup touché parce que je n'ai pas eu les souvenirs que mes cousins et cousines ont eu avec elle. Ces souvenirs qui... la décrivait comme étant une mamie particulièrement joviale, présente, débordante d'énergie, drôle. Tout ça, je ne l'ai pas eu. Et donc, j'ai vécu cela comme étant une grande injustice. Donc, j'ai grandi toujours avec ce souhait que ça ne se reproduise plus. Donc, pour les autres petits-enfants, qu'ils puissent tous connaître leur mamie toute leur vie durant, qu'elle ne puisse jamais mourir, que toutes les mamies de la Terre ne meurent jamais. C'était mon souhait. Et donc, à la fin de mes études du lycée, donc j'ai obtenu le baccalauréat, je me suis dit, on va s'engager pour résoudre ce gros problème-là. Et donc, je suis rentré à l'université, donc en licence de biologie-biochimie, à l'université d'Orléans, où je me suis intéressé à l'ADN. Donc, parce que c'est là quand même que part le cancer pour essayer de trouver un remède. Et j'étais très ambitieux, parce qu'à ce moment-là, j'ambitionnais de devenir le futur prix Nobel de médecine, rien que ça. Pour justement la découverte de ce traitement, ce remède contre le cancer. La vie a fait qu'à la fin de la licence, donc j'ai pu être recruté par un de mes enseignants au CNRS, donc le CBM pour être précis, Centre de biophysique moléculaire. Et là, j'ai pu pratiquer de la recherche, la recherche scientifique sur ces enjeux-là, ADN, cancer, etc. Et j'ai réalisé que la principale cause, en tout cas l'une des principales causes, c'était notre alimentation, comme vous l'avez très bien dit en introduction. Et s'en est suivi la réponse logique. Investissons-nous donc dans l'agroalimentaire, dans notre alimentation, pour éviter que les gens ne meurent prématurément du cancer. Tout naturellement, je suis monté sur Paris, donc à l'université Paris-Est Créteil, où là j'ai fait un master en qualité agroalimentaire, qui s'est très bien passé. Et à la fin de cela, donc, j'ai fait également quelques recherches sur le sujet donc, du cancer appliqué à l'agroalimentaire. Il y avait aussi des études sur les bactéries. Enfin, c'était très passionnant, très enrichissant. J'étais très curieux, je le suis toujours aujourd'hui. Et à l'issue donc, de cette formation en agroalimentaire, j'ai rejoint du coup l'AgroParisTech, qui est donc une école d'ingénieurs spécialisée dans ce domaine-là, dans le cadre d'un master spécialisé. Parce que, à la fin de cette formation du coup en qualité agroalimentaire, j'ai réalisé que la recherche avait fait son job.
que les scientifiques avaient très bien travaillé et que maintenant c'était aux industriels de mettre en pratique les découvertes scientifiques. Donc je me suis engagé dans un master spécialisé en lobbying, donc représentation d'intérêt. J'ai pu travailler au niveau européen, au niveau du Moyen-Orient et sur des sujets qui touchent à l'Amérique latine, notamment le sucre et les OGM, donc mes sujets de prédilection, pour influencer du coup la rédaction de certains actes législatifs, faire en sorte que la loi qui va être produite à l'issue d'un processus législatif soit cohérente du coup avec mes aspirations. Donc moi en l'occurrence je vais travailler pour des industriels de l'agroalimentaire. Et en parallèle donc de cette formation de master spécialisé, j'étais obligé de faire du droit. Voilà, donc c'était obligatoire. Donc j'ai suivi un master de droit à la Sorbonne. Après 2-3 mois de droit, je me suis dit bon bah tiens, pourquoi pas tenter le barreau, parce que j'ai réalisé donc en travaillant pour les industriels que la contrainte juridique était l'arme au final la plus puissante pour changer les choses en tant que citoyen. Et donc dans la foulée, j'ai tenté le barreau après seulement 2 mois de droit. Je me suis inscrit, j'ai essayé le barreau, c'est passé, je l'ai validé et ensuite je suis rentré à l'école d'avocat. Eh ben, félicitations en tout cas pour tout ça. Du coup, ça veut dire que vos clients sont essentiellement des entreprises. Donc il y a de tout. Donc en tant qu'ancien scientifique, toujours féru de sciences que je suis, dans le domaine de l'agroalimentaire qui me passionne, et en tant qu'avocat, j'exerce du coup en droit agroalimentaire, mais pas que. Donc j'exerce aussi en droit pénal et droit de la santé. D'accord. Et on se rend compte que tout est lié. Absolument tout est lié. Et ce qui veut dire que, par exemple, en droit agroalimentaire, quand une entreprise vous appelle, est-ce qu'on peut dire que c'est qu'il est déjà trop tard ? C'est une excellente question. Donc, quand on arrive à appeler son avocat, que ce soit en droit agroalimentaire ou ailleurs, souvent c'est qu'il n'y a pas eu de mesures préventives suffisantes. Parfois, c'est faute à pas de chance. Donc, vous appelez votre avocat parce que vous êtes fait renverser par une voiture. On ne peut rien vous reprocher. Ce n'est pas de votre faute. Si vous allez voir un avocat pour chercher à être indemnisé, c'est ce que je fais donc, dans le cadre de mes dossiers en droit de la santé, dommages corporels. Mais il y a des cas où les écueils auraient pu être évités, en mettant en place du coup un système de traçabilité en interne qui soit efficace, qui soit efficient, être à l'écoute des signaux faibles. Donc là, c'est mon expertise aussi donc, de gestionnaire de crise qui me permet d'agir en amont de la survenue de la catastrophe. Et c'est là où je pense se trouve notre réel intérêt parce qu'on s'évite une couverture médiatique qui, pour certaines entreprises, peut être fatale. Même si on apporte la meilleure expertise juridique par la suite, l'image, une fois détériorée, elle ne reviendra jamais à l'état dans lequel elle était sans cela. Est-ce que vous avez le souvenir de votre première affaire ? Est-ce que vous en souvenez ? Ma toute première affaire. Première affaire. Ah oui. Toute première affaire, oui, je m'en souviens. Ça m'a beaucoup marqué. J'étais encore à l'école d'avocat. Ça n'a absolument rien à voir du coup avec l'agroalimentaire. Et la toute première affaire, on s'en souvient tous. C'est quelque chose de très marquant. Donc, quand on est à l'école d'avocat, on a la chance, en tout cas moi j'ai fait l'école d'avocat de Paris, on a la chance de pouvoir suivre des avocats dans le cadre de permanence pénale. Okay. C'est extraordinairement instructif parce que vous voyez très concrètement comment est-ce qu'un avocat travaille dans l'urgence. Donc vous avez un dossier, ce dossier vous devez le préparer en 30 minutes. En 30 minutes, vous devez être prêt à plaider ce dossier parce que vous n'en faites pas que un dans la journée. Donc ça, c'est la réalité de la pratique de l'avocat en 2026 parce que manque de moyens, etc., etc. Mais donc voilà, j'avais traité un dossier que j'avais préparé très, très brièvement et c'était un jeune homme donc, de 19 ans. On était dans le cadre d'un débat JLD, donc devant le juge de la liberté de la détention, pour savoir si on allait le relâcher ou pas. Pas de suspense, on l'a pas relâché. Voilà, c'était vraiment mon tout premier dossier, mais c'était un échec absolu. Mais le pauvre homme, le dossier était très difficile, très très difficile. Et pour se faire la main, ce genre de dossier, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous affranchir d'une limite. Lorsqu'on arrive à survivre à l'échec, eh bien, la prochaine fois que l'on se retrouve dans cette situation-là, on ne repense plus à l'échec parce qu'on se dit qu'on a pu survivre à cet échec et donc ça se passe beaucoup mieux pour les fois suivantes. Et en l'occurrence, là, j'y avais été sous la supervision d'une consoeur voilà, c'était particulièrement enrichissant, mais on se souvient tous de sa première affaire, bien sûr.
En tant qu'avocat, comment faites-vous pour travailler vos affaires? Comment faites-vous pour travailler vos affaires et surtout comment faites-vous pour choisir aussi vos clients? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas prendre tout le monde. Est-ce que c'est aussi selon vos sensibilités à vous? Est-ce que vous sentez aussi que peut-être parce que le client il dit pas la vérité, donc vous voulez pas aller sur ce jeu-là? Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça se passe le avant? Ah, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que là, ce que vous touchez, c'est la question de la confiance. Est-ce qu'on peut défendre quelqu'un si on n'a pas confiance en lui? Et est-ce que lui peut être bien défendu s'il n'a pas confiance en nous? Et donc, typiquement, là, je pense, parce que le cadre du droit agroalimentaire, il n'y a absolument aucune difficulté, parce qu'on vous juge sur votre technique. Si vous avez de la technique, donc les entreprises vous font confiance, etc. Mais cette question, elle se pose dans d'autres cadres, notamment pénal. Quand moi, on m'appelle pour un client qui est en garde à vue, ce qui arrive assez souvent, j'ai envie de dire, les 3 premières secondes sont ultra importantes. Ah bon? Ultra importantes. Donc vous arrivez, vous êtes là, en garde à vue, imaginez-vous la scène. Vous êtes en garde à vue depuis 12-15 heures, dans une cellule étroite, où il fait super chaud en été, super froid en hiver, où pour seule couverture, eh bien, vous avez une couverture de survie, où ça sent l'urine, où on vous donne très peu à manger, etc., etc. Vous êtes comme un enfant, vous avez besoin d'être rassuré. Et donc, venir rentrer dans cette salle d'entretien qui est toute petite, qui fait 3-4 mètres carrés, enfin vraiment c'est très petit, réussir à instaurer un lien de confiance, pour moi ça passe toujours par la même chose, c'est un sourire. C'est aussi simple que ça. Arriver, sourire, bonjour monsieur, bonjour madame, je suis votre avocat, parler donc doucement et surtout, avant de rentrer dans le vif du sujet, être sur l'humain. Est-ce qu'on s'est occupé de vous ? Comment s'est passé votre garde à vue? Est-ce qu'on vous a donné à boire, à manger? Ces petites choses qui, dans le fond, n'ont absolument rien à voir avec la procédure et qui n'ont aucune incidence sur la nullité ou pas de la procédure, mais qui vont pouvoir mettre de l'humain dans cette machine judiciaire qui, des fois, casse les hommes et qui est designée, dans certains cas, pour techniquement les casser et donc les broyer beaucoup plus facilement par la suite. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que la confiance est la clé de tout. Et si le client n'a pas confiance en nous parce qu'il estime dans son esprit qu'on est un client parmi d'autres, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que s'il n'a pas confiance, il ne nous donnera pas les petits détails qui font justement notre plus-value. Et en ne nous donnant pas les petits détails pendant l'entretien, quand on se retrouve, nous, pendant l'audition, avec un officier de police judiciaire, un APJ, etc., et qu'on nous mette sous le nez une vidéo qui aurait filmé justement, je ne sais pas moi, les assaillants par exemple, et que le client ne nous en avait pas parlé en amont, on ne peut pas préparer sa défense correctement. Mais justement, quand ça arrive, parce que j'imagine que ça doit arriver, je pense que... voilà. Comment faites-vous du coup? Parce que là, vous êtes quand même forts, vous les avocats, pour rebondir et pour essayer de trouver un échappatoire afin de le défendre, alors que les preuves sont là, quoi. Comment vous faites? Donc là, vous parlez de la phase de jugement, très concrètement. La phase de jugement. Dans la phase de jugement, c'est très intéressant. Souvent, quand on échange avec notre entourage, voilà, ils nous disent comment est-ce que vous mettez en place des stratégies. En fait, c'est très simple. On étudie le dossier dans le détail et on regarde très concrètement, on s'imagine que c'est une partie de cartes. En face de nous, nous avons le procureur qui représente donc l'intérêt général, le ministère public. On sait l'avantage du procès, c'est que nous savons ce qu'il a en main. Et donc nous, on nous communique toute la procédure. Donc parfois sur des petits dossiers, la procédure va faire 70 pages. Sur des plus gros dossiers, on peut monter à 3, 4, 5 000 pages. Donc très concrètement pour nous, ça va nécessiter un travail d'étude extraordinairement approfondi pour savoir exactement les informations, donc les cartes que le ministère public, que le procureur a en main. Et c'est sur la base de ces cartes-là uniquement que l'on va pouvoir conseiller au client quoi faire. Soit partir sur une relaxe, un acquittement si on est devant la cour d'assises, soit partir sur la juste peine. Donc très, très manifestement, sur un dossier où on aurait une personne qui aurait été prise la main dans le sac, filmé par 3 caméras différentes, 3 angles, aucune nullité envisageable, des témoins sur place qu'il aurait reconnu formellement parce qu'il aurait une doudoune avec une grosse étoile ou je ne sais quoi dessus. Là, ce ne serait pas du tout pertinent de partir sur la relaxe ou solliciter l'acquittement. Parce que les magistrats du fond, du siège, se diraient « Mais attendez, monsieur n'a rien compris, il faut qu'il comprenne, donc on va lui donner une grosse peine pour qu'il saisisse la réalité de ses méfaits. » Dans ce cas-là, non. Ce qu'on va plaider, c'est tout autre chose. C'est la personnalité. Certes, monsieur a fait ce qu'il a fait, mais qui est monsieur ?
Peut-être que monsieur a subi lui aussi des violences quand il était petit. Peut-être que monsieur n'était pas seul dans cette histoire. Peut-être que monsieur avait des contraintes extraordinaires. Et c'est ce qu'on observe à chaque fois. Quand on va en audience, en comparution immédiate, ceux que l'on juge, ce ne sont pas des personnes qui sont dans des situations particulièrement aisées. Ceux que l'on juge, ce sont des pauvres qui ont commis des crimes ou des délits de pauvres. En comparution immédiate, ce sont des délits de pauvres. Typiquement, c'est de la consommation d'alcool, du cannabis, très souvent dû à un désarroi absolu, une forme de détresse psychologique. Et ce que moi j'essaye de faire à chaque fois, là on est vraiment entre le droit et la psychologie, c'est de mettre de l'émotion et de permettre au client de s'exprimer pleinement. D'exprimer et de faire en sorte que le magistrat comprenne qu'au-delà des faits, il y a un cœur, il y a un humain. Et quand on regarde sur certains dossiers que le client a déjà été condamné une vingtaine de fois et que là, on sollicite encore une fois, à travers le réquisitoire, de l'emprisonnement, on se dit, attendez, il y a un problème. Parce que reproduire le même schéma en espérant un résultat différent, c'est exactement la définition de la folie. Donc, il serait peut-être pertinent de partir sur autre chose, une obligation de soins, un accompagnement, etc. etc. Donc, pour moi, la réelle plus-value, elle est là, quelle que soit la difficulté du dossier, c'est d'apporter une défense qui sied au client. Et la défense qui sied, des fois, c'est pas du tout la relaxe, c'est juste la juste peine, avec une peine qui soit adaptée à monsieur pour qu'on comprenne qui il est, et surtout, dans l'intérêt général, que monsieur ne récidive pas. Et aujourd'hui, l'emprisonnement n'est pas une solution. La prison aujourd'hui, elle produit encore et encore de la récidive. Encore et encore, si ce n'est pas de la récidive, de la détresse. Des individus qui vont être complètement, qui vont sortir de la société, qui ne vont pas pouvoir se réinsérer, etc., etc. Donc ça crée de la pauvreté. Après, je pense que tout dépend également les crimes, quoi. Les violeurs d'enfants, les pédocriminels, les meurtriers. Voilà, je pense que ces personnes-là n'ont rien à faire avec nous. La question se pose. Moi, je vais pas vous dire oui ou non. La question, c'est pas est-ce que les pédocriminels ou est-ce que les violeurs ou autres ont quelque chose à faire avec la société. Pour moi, ça c'est très simple. On n'aime pas. Personne n'aime les pédocriminels. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on a dit ça. Qu'est-ce qu'on en fait de cette information ? L'idée, c'est plutôt d'aller au-delà de cette simple affirmation pour laquelle absolument personne ne vous contredira sur cet élément-là. C'est plutôt de se dire comment est-ce que nous, en tant que société, on parvient à lutter contre cela. Donc, est-ce que tout simplement on va taper sur les doigts de ceux qui ont commis ces méfaits, les envoyer du coup dans un trou pendant 10, 15 ou 20 ans, ou est-ce que plutôt on va essayer de trouver l'origine de cette problématique ? L'origine de ce comportement-là pour trouver une solution qui soit pérenne. Éviter la récidive, c'est une chose, mais surtout éviter que d'autres individus ne pratiquent ce que ces gens-là ont pratiqué comme infraction. Il est là le véritable enjeu. Parce que pour moi, souvent, quand on arrive devant le juge, le client a perdu. Il a perdu. Dans tous les cas, il n'en sortira pas indemne, même si on obtient la relaxe. Pour les clients, j'obtiens des relaxes. Les traces des menottes sur leurs poignets, elles seront à jamais inscrites sur leur peau. Ce trauma, ce souvenir des nuits passées en garde à vue, des nuits passées en détention provisoire, en maison d'arrêt, avec cette sensation d'être un animal enfermé, ce poids-là de l'institution judiciaire qui s'abat sur vous, comme ça, du jour au lendemain, ça on n'en sort pas. L'enjeu, pour moi, il n'est pas là. Quand on arrive au tribunal, on a déjà perdu. Le client a perdu et surtout la société a perdu. Parce qu'arriver devant un juge, ça coûte cher. Il faut payer des avocats, il faut payer des magistrats, il faut payer des greffiers, il faut payer des commissaires de justice, il faut payer des expertises ADN, il faut payer des OPJ, des APJ, des assistants, des auxiliaires. C'est un budget monstre. Donc ça nous coûte à tous pour la collectivité, mais surtout, ça nous coûte aussi collectivement d'un point de vue moral. Lorsqu'une infraction est commise où on aurait par exemple des articles dans les médias ou quoi que ce soit qui viendraient relater cette infraction-là, c'est nous tous qui sommes touchés. Quand vous regardez sur votre téléphone donc les informations, vous apprenez qu'une petite fille est morte dans le Var, dans l'Oise ou je ne sais où, vous êtes touchés. On est tous touchés.
Donc l'idée pour moi, c'est pas d'essayer de pallier à ces manquements de la société pendant une audience qui va durer, aller 2-3 heures. Non, c'est plutôt de penser tous ensemble, collectivement, comment prévenir ces risques. Et pour moi, c'est là que tout l'enjeu est. C'est comment travailler ensemble pour être dans une prévention, dans l'éducation, dans la sensibilisation et surtout dans de la tolérance et de l'humanité. Il est là l'enjeu. Parce que ce que l'on voit chaque jour en audience, ce que je vois chaque jour en garde à vue, c'est juste du désarroi. Très souvent, les gens en arrivent à là où ils sont. C'est par solitude, c'est par précarité, c'est par rejet aussi. Donc tout l'enjeu est là. Parce que le droit, c'est rien d'autre qu'un pansement. Mais si, au fond, on ne soigne pas le mal, si on ne s'évite pas cette blessure-là, on a déjà perdu et on aura tous mal. Que fait un avocat en rentrant à la maison? Parce que j'imagine que vous avez des journées surchargées. Je ne sais pas combien vous avez de procès ou d'affaires par jour. Est-ce que, quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous pensez encore à ça? Est-ce que vous dites, je ne sais pas, j'aurais peut-être dû dire ça au jugement, là j'ai peut-être manqué ça. Voilà. Ouais. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous rentrez chez vous? Je vais prêcher pour ma paroisse, hein, oui. Parce que ce que les confrères font, c'est complètement différent de ce que moi je fais. Je sais qu'il y en a qui font du sport, du coup en rentrant, qui font une petite escapade par la salle. Il y en a d'autres, voilà, qui vont aller marcher. Moi, c'est le vélo. Ok. C'est le vélo. J'aime beaucoup faire du vélo parce que ça permet de s'aérer, de s'oxygéner l'esprit et surtout d'avoir une coupure. C'est-à-dire que moi, je vais au travail à vélo. Et donc, je prépare mon cerveau à cette barrière temporelle. Donc, à partir de maintenant, on n'est plus à la maison, on va au travail. Et ensuite, je rentre à la maison à vélo. Et le fait, justement, d'avoir cette activité physique à chaque fois en y allant et en sortant, je trouve, en tout cas pour ma part, que ça me sert de barrière. Ça me sert de sas, de décompression. Et en plus, on a beaucoup de chance parce que du coup, moi, j'ai mon cabinet principal qui est à Neuilly-sur-Seine, le cabinet secondaire qui est à Orléans. Et quand j'ai la chance, justement, de passer des journées à mon cabinet orléanais, je passe par une rue donc, qui est particulièrement verdoyante. Donc, on traverse la campagne, etc. C'est magnifique. Et donc, pour moi, ça me sert chaque jour donc, de sas de décompression pour me dire, voilà, là, on a fini. Ce qu'il s'est passé durant cette journée, on le laisse au cabinet. Maintenant, on rentre dans une seconde phase de la journée et surtout, on évite au maximum, en tout cas pour ma part, de parler du travail, sauf si, bien sûr, ce sont des anecdotes drôles et croustillantes. Mais ce que nous, on vit chaque jour dans notre métier, ça n'a absolument rien de drôle et absolument rien de croustillant. C'est plutôt des choses qui sont très impactantes pour les clients, très chargées sur le plan émotionnel. Et tout l'enjeu, il est bien là. C'est de réussir à transformer tout ce pathos-là, toute cette charge émotionnelle que le client vient vous confier en technique. L'exemple que je donne souvent du coup aux étudiants lorsque je fais des interventions devant eux, futurs avocats, etc., je leur dis très simplement, en tant qu'avocat, moi c'est l'image que j'ai, c'est que nous sommes tel un plombier. Si vous appelez un plombier parce que vous avez une fuite à la maison et que votre canapé est mouillé, votre machine à laver est mouillée, votre tapis persan est mouillé, et que le plombier arrive chez vous et qu'il se met à pleurer parce qu'il est triste à cause de votre tapis, de votre canapé, etc., bon, bah, vous voulez le renvoyer chez lui, ce plombier. Il n'est pas là pour ça. Donc lui, il va venir, il va chercher la fuite, il va remplacer le joint, la fuite est colmatée, il va rentrer chez lui, et puis basta. Eh bien, c'est pareil. À mon sens, l'avocat, pour être bon, en tout cas c'est l'image que moi j'en ai, il doit être avant tout un technicien. Certes, le client vient nous voir avec cette charge mentale qui est extraordinaire dans certains dossiers, mais pour nous, tout l'enjeu, c'est d'accord, nous l'acceptons. J'ai toujours des mouchoirs à disposition au cabinet pour écouter les clients, écouter leur cœur, leurs cris, etc. Parce que c'est quand même très important pour tisser ce lien de confiance dont on parlait tout à l'heure. Mais on n'est pas là pour ça. On ne nous paye pas pour ça. Et notre plus-value, elle n'est pas là. On n'a pas étudié 8 années, parce que c'est quand même pour être avocat, c'est quand même un long cursus. On n'étudie pas 8 années pour exercer le travail d'un autre. Nous ne sommes pas des psychologues ni des psychiatres. Donc pour moi, l'idée d'être toujours ce technicien
dans l'âme, qui vient résoudre une problématique et passer à l'autre, c'est vraiment très important, chaque jour. J'aimerais maintenant me mettre dans la tête d'un avocat, peut-être dans votre tête, quand vous préparez un procès en droit pénal. Comment se passent vos semaines, vos mois, vos journées et le jour du procès? Voilà, comment on est mentalement, comment on se sent avec les plaidoiries, etc. Bah, tout d'abord, je vous dirais que moi je le vois, je le conçois et je l'ai toujours conçu comme ça, comme étant un jeu de piste. Comme étant un jeu de piste, tout simplement. Donc, on nous donne, tout à l'heure, je vous ai parlé donc, de la procédure, de manière très pratico-pratique. Donc, pour les profanes, le client vient nous voir, un dossier classique, hein, on va prendre des produits stupéfiants, on aurait trouvé le client avec 500 grammes de cocaïne, par exemple. Il vient nous voir au cabinet, donc nous, on le reçoit pendant 1 heure, on échange avec lui. Donc, moi, je prends note de toutes les informations qu'il me donne. Le moindre détail est référencé, du coup, dans mon logiciel métier. Mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que ça, c'est la version du client, toujours. Et la version du client, on va la comparer à la version que le procureur a. Donc ce que nous faisons juste après, c'est qu'on prend notre téléphone, on envoie des mails pour solliciter du greffe la transmission de la procédure. Donc ensuite, nous recevons la procédure qui va être plus ou moins longue en fonction des dossiers, comme je vous l'ai dit. Et là, le jeu de piste commence. Très concrètement, c'est éplucher chaque page de la procédure, chercher la moindre contradiction au niveau donc, des propos que vont tenir, je ne sais pas, les témoins, peut-être les APJ, les OPJ qui étaient présents au moment du coup de la commission présumée des faits. Et donc, tout le jeu est là. C'est référencer le moindre détail. Et donc là, se faire 2 colonnes, ce qui est pour le client, ce qui est en faveur du coup de sa thèse et ce qui est en défaveur de sa thèse. Et surtout, ne pas jouer l'autruche. Et en tout cas, pour moi, c'est mon école, c'est toujours attaquer les plus gros cailloux qu'il y a dans la chaussure en premier. Donc, tout ce qui va contre la thèse du client, c'est ce que nous allons chercher à démonter en premier. Et ensuite, on va venir conforter avec les éléments qui viennent corroborer donc, les dires de notre client. Et donc, tout ce temps-là, c'est du temps où, très concrètement, moi, au cabinet, je me mets dans une bulle. Mon assistant est parfaitement au courant, donc il sait quand je travaille en profondeur sur un dossier, que ce soit du pénal, l'agroalimentaire ou du dommage corporel, et il sait que je ne dois pas être dérangé. Donc, très concrètement, donc je suis dans mon bureau et là, je vais chercher les détails, je vais essayer de comprendre, de conceptualiser, de lier du coup les informations entre elles. Et une fois du coup que j'ai fini tout ça, je passe à la rédaction. Voilà, et donc là, c'est la partie la moins excitante, je dirais, mais qui est quand même nécessaire pour clarifier notre propos en plusieurs points. Voilà, là, le dernier dossier que j'ai plaidé en droit pénal notamment, donc j'ai développé un raisonnement en 17 points qui prouve que mon client n'a absolument rien à voir avec un sachet donc, de cocaïne qu'un policier a voulu lui attribuer à tort, ma foi. Donc voilà, une fois que les écritures sont préparées, j'appelle le client, je lui précise donc le fruit des recherches, ce qu'il y a dans la procédure, ce que nous allons dire, en tout cas ce que je lui conseille d'adopter comme stratégie. Le client me confirme, c'est super. Donc ensuite, voilà, mon assistant va imprimer le dossier de plaidoirie, donc je rentre dans le détail pour que vous puissiez vivre vraiment comment est-ce qu'un avocat vit son dossier. Donc mon assistant va me préparer le dossier de plaidoirie. Nous allons à l'audience, donc soit l'audience elle commence à 9h ou à 13h30 en fonction des juridictions et des chambres. Et donc voilà, moi j'ai toujours un jeu de conclusion avec moi, en plus de celui que je donne au procureur, celui que je donne au président. Et donc voilà, je surligne. Je me rappelle du coup des éléments clés et ensuite voilà, je fais le 100 points. Je fais les 100 pas donc au tribunal ou à la cour d'appel en fonction de là où je suis pour mémoriser donc les éléments les plus importants. Et ensuite voilà, je me mets toujours dans une bulle exactement celle dans laquelle j'étais quand je préparais le dossier. Et show must go on. Ensuite, quand c'est le moment de traiter notre dossier face au juge. Okay. Et quand vous gagnez, c'est quoi votre sentiment voilà, parce que vous mettez du temps à travailler, c'est encore une fois, ça peut être des jours, des semaines, ou voire des mois. Voilà, quand à la fin, vous gagnez, qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'avocat? Ça dépend des dossiers. Je dirais vraiment que ça dépend des dossiers parce que on ne joue pas du tout sur les mêmes terrains d'un dossier à l'autre. Il y a des dossiers où on sait que le client est innocent. On en est convaincu, en tout cas. Convaincu que le client est innocent. Parce qu'il y a des dossiers où vous savez qu'il est coupable, mais du coup,
Enfin, mais du coup, enfin, vous l'innocentez. On peut plaider la relaxe tout en sachant que le client est coupable. Ok. Mais pourquoi? C'est très simple. En droit pénal, notamment, nous avons le code de procédure pénale. Donc, qui établit des règles très claires à respecter lorsque l'on soupçonne une personne d'avoir commis une infraction. Donc, contravention, délit ou crime. Si les éléments qui sont spécifiés dans le code de procédure pénale ne sont pas respectés, alors en réalité, c'est toute la société qui est en danger. Parce que si un enquêteur, si un OPJ ne respecte pas du coup ces règles de procédure pénale, qui ne dit pas qu'un jour, ce ne sera pas vous qu'on aura accusé à tort d'avoir commis une infraction. Et si, encore une fois, on ne respecte pas le code de procédure pénale dans votre cas, ma foi, vous risquez de vous retrouver derrière les barreaux pour rien, ou d'avoir une peine pour rien, alors que ce n'était pas vous. Donc pour moi, c'est un garde-fou que de vérifier que la procédure est respectée, indépendamment de la situation au fond du client. Qu'il ait commis ou pas les méfaits qu'on lui reproche, ce n'est pas la question. C'est est-ce que la procédure est régulière. Donc on peut très bien plaider du coup des nullités, on peut très bien plaider des relax, parce que ces relax-là seraient justifiés sur le fond maintenant d'un manque d'éléments probatoires qui pourraient caractériser la responsabilité pénale du client. Absolument aucune difficulté. Mais toujours se dire que quand on va au procès, on ne défend pas que le client. Moi, quand j'y vais, je ne défends pas que le client, je défends toute la société. C'est parce que nous offrons à chacun de nos clients une défense qui soit à la hauteur de ce que le droit prévoit, eh bien, que l'on rentre chez soi serein en se disant que quel que soit le client, quel que soit l'individu qui aurait été à sa place, il aurait été correctement défendu. Donc en fait, on défend toute la société en veillant à la juste application du droit dans chacune des affaires. Et donc, pour répondre à votre question, qu'en est-il en cas de victoire? Si on sait le client innocent, eh bien, qui n'a absolument rien à voir avec les méfaits qu'on lui reproche, eh bien, on est parfaitement heureux. On est heureux, on est épanoui, on a envie de sortir prendre un café en terrasse, etc. etc. Si on s'en sort avec une victoire et qu'on sait que le client, voilà, il aurait peut-être plus de choses à se reprocher, c'est pas exactement la même chose. On est content pour le client, parce que factuellement, il ne dormira pas en prison aujourd'hui, mais du coup, derrière, voilà, ça n'a pas exactement le même goût. D'un dossier à l'autre, une victoire n'a pas du tout la même teneur. Et alors, je ne sais pas si vous avez eu des défaites, si vous perdez, du coup, c'est quoi votre sentiment? Parce que j'imagine, du coup, parce que le client compte énormément sur vous, c'est quoi votre sentiment en cas de défaite? En fait, c'est très simple. Tout dépend ce qu'est une défaite. Donc, comme le disait... c'est une condamnation, du coup. Ben justement, pour vous, c'est une défaite, mais pour le client, ce n'est pas forcément une défaite. Ah bon? Ben absolument. Donc, ce que l'on considère être une défaite, c'est, dans certains cas, de l'emprisonnement. Dans d'autres cas, on peut très bien obtenir de l'emprisonnement, mais au lieu d'obtenir 5 ans, nous n'obtenons que 1 an ou 2 ans. Dans ce cas-là, c'est une victoire. En fait, la défaite, ça veut tout et rien dire, justement, en droit. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une obligation de résultat. On a une obligation de moyens. Parce que ce n'est pas nous qui rendons le droit, c'est le magistrat. En conséquence, quand on se retrouve sur un dossier, on se pose toujours la question de où est le curseur? Où est le curseur de la défaite? Où est le curseur de la victoire? Donc cela dépend, il y a des dossiers où on va obtenir une condamnation et le client, j'ai quelques dossiers comme ça en mémoire, où les clients étaient parfaitement satisfaits parce qu'ils savaient que la décision rendue était extraordinairement favorable. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas plaidé la relaxe, nous n'avons pas plaidé l'acquittement. On a plaidé la juste peine en faisant en sorte, surtout, qu'il y ait œuvre de justice. Quels que soient les résultats à la fin, que le client ait gain de cause ou pas, donc je parle d'une procédure civile, que le client soit emprisonné ou pas, je parle d'une procédure pénale. Lorsque le client sait que son avocat a sué sous sa robe, qu'il a fait monts et merveilles, qu'il a œuvré, qu'il y a eu œuvre de justice pour lui, que sa voix a été portée, je peux vous garantir que le client est satisfait. Parce qu'au-delà du résultat qui est imprévisible, la justice elle est rendue par des hommes et des femmes, donc errare humanum est, l'erreur est humaine. Au-delà de ce résultat-là, c'est surtout la question de se dire j'ai été défendu, j'ai été bien défendu. Et pour moi, l'unique question dans chacun des dossiers, elle est là. C'est que le client comprenne, qu'il conceptualise, qu'il réalise que j'ai porté sa voix du mieux que j'ai pu et qui n'a pas été lésé.
J'ai deux dernières petites questions, maître, voire trois. La première, c'est est-ce qu'il y a une forme de concurrence entre vous, les avocats, ou vous êtes tous solidaires? Parce qu'il y a plein de dossiers, il y a des dossiers peut-être beaucoup plus importants que d'autres. Enfin voilà, est-ce qu'il y a une forme de concurrence dans votre secteur ou bien non, c'est... C'est très simple. En tant qu'avocat, nous sommes soumis du coup à notre serment, le serment de l'avocat. Nous sommes soumis à des principes déontologiques qui pour moi nous protègent plus que nous contraignent. Et parmi les principes déontologiques, nous avons la confraternité. La confraternité veut que un avocat va toujours faire preuve, à l'égard en tout cas des autres confrères, d'un comportement qui soit adéquat, conforme aux bonnes manières, à la modération, etc., etc. Donc, de manière pratico-pratique, si moi j'ai un dossier au cabinet d'un client qui souhaiterait être assisté sur une question d'ordre fiscal, par exemple, et moi qui ne pratique pas le droit fiscal, eh bien, je vais tout simplement le renvoyer vers un confrère qui va pouvoir l'assister. Donc, c'est particulier comme organisation parce que nous sommes à peu près 77 000 avocats en France. Selon certains, on serait en deçà de ce qu'il faudrait. Et dans beaucoup de barreaux, je pense normalement au barreau d'Orléans, il faudrait plus de confrères pour suffire aux besoins, à l'œuvre de justice qu'il conviendrait de fournir du coup aux justiciables, qui restent quand même des administrés, nos concitoyens. Donc oui, c'est un contexte particulier. Donc les avocats entre eux, même s'ils pratiquent le même domaine, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, sont plus des partenaires que des concurrents. Si on exerce par exemple comme moi en droit agroalimentaire, droit de la santé et droit pénal, on ne peut pas maîtriser la totalité de notre matière. Ce n'est pas possible. Donc, on a toujours besoin les uns des autres. Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vis au jour le jour. J'ai chaque jour des confrères qui m'appellent pour avoir des conseils, que ce soit du coup en droit agroalimentaire, dommages corporels ou en droit pénal. Je les aide avec grand plaisir. On se donne des coups de main. Donc par exemple, si moi je ne peux pas aller demain à une audience parce que je serai déjà pris par une autre audience, voilà, j'appelle juste un confrère et lui va pouvoir y aller à ma place, etc. Donc pour moi, c'est plus du partenariat que de la concurrence au sens libéral que je vis en tout cas chaque jour. J'ai une autre petite question. Il y a beaucoup d'affaires qui sont portées sur la sphère médiatique. Alors j'ai deux questions en une. La première, c'est vous, est-ce que vous avez déjà eu une affaire qui a eu un écho médiatique? Donc du coup, ce qui veut dire que le jugement, entre guillemets, peuvent se faire sur les plateaux télé, radio ou sur les réseaux. Et la deuxième, c'est est-ce que ça vous met encore une pression supplémentaire, parce que du coup, tout le monde en parle, ou vous la traitez comme une autre? Oui, pour répondre à votre question, oui, j'ai eu à traiter donc, des affaires qui ont été médiatisées, notamment une au niveau donc, de la commune d'Orléans. Donc on a eu un individu qui a placardé des flyers qui stigmatisaient du coup les musulmans. Donc voilà, j'ai eu l'honneur pour moi de porter donc, la défense de l'association, donc EMF en l'occurrence, sur ce dossier-là. Ça a été un immense honneur. Mais il faut faire très attention pour moi sur ce genre de dossier, parce que nous avons une déontologie. Notre déontologie nous oblige. Donc on n'a pas à refaire un procès, que ce soit sur un plateau de télé, une station de radio ou autre. Ce qui doit être fait sur le plan de la justice doit être fait devant des magistrats, des professionnels, de manière contradictoire, que les uns et les autres puissent avoir accès aux pièces du dossier, à l'argumentaire, etc. Que l'on puisse débattre sereinement dans un cadre qui soit fait pour cela. Et non un cadre, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, dans la culture médiatique moderne, c'est avant tout cette quête de buzz. C'est cette quête d'audimat. Mais quand on dit que la justice est trop lente, parce qu'on est d'accord pour dire que la justice manque de moyens en France, mais quand on dit que la justice est trop lente et que du coup, comme la justice est trop lente, et les procès se font, encore une fois, sur des plateaux, sur les réseaux. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est à tort. Parce que c'est très simple, la justice est trop lente, comme vous le dites, la justice manque de moyens, les deux sont liés. C'est parce que justement le ministère de la Justice manque de moyens qu'il ne peut pas embaucher des magistrats
des greffiers, du personnel, qui permettent du coup de traiter plus de dossiers sur un laps de temps réduit et donc de limiter les temps de traitement moyens par dossier. Premier élément. Le deuxième élément, à quoi bon faire un procès si la décision qui sera rendue n'est pas contraignante? Parce que dans ce cas-là, on pourrait tous s'amuser à tous les bars ou tous les cafés, polémiquer, refaire le procès 150 000 fois. Si à la fin, il n'y a pas de décision contraignante, ma foi, c'est du vent. Donc ça sert strictement à rien. Et surtout, il faut pour moi, en ce qui concerne les dossiers qui sensibilisent, qui touchent beaucoup de monde, qui touchent aux mœurs surtout, apporter un petit peu de calme dans tout ça. Parce que rien de bénéfique ne sort d'une tempête. L'homme ne peut conceptualiser que lorsqu'il est dans un état conforme à la conceptualisation. Et faire œuvre de droit, œuvre de justice, ça nécessite de prendre en compte tous les avis, tous les éléments. Et on ne peut pas faire ça dans un plateau télé où les uns et les autres sont là juste pour élever la voix à la recherche de la punchline parfaite pour que cette dernière soit relayée sur les réseaux. Non, c'est soit on se met d'accord sur le fait qu'on va s'amuser, parler de tout et de rien, parler de la pluie et du beau temps, dans ce cas-là, dont acte, pas de difficulté, soit on veut vraiment parler de droit, chercher une solution, éclairée, et dans ce cas-là, on se met dans un cadre qui soit adapté avec des personnes qui sont au fait de la procédure, au fait du dossier, et ça s'appelle un tribunal, tout simplement. Donc, chaque chose à sa place. Je comprends les personnes qui veulent sensibiliser sur des enjeux sociétaux qui touchent absolument tous nos concitoyens et concitoyennes, qui va émeuvoir beaucoup, mais il ne faut pas se donner un semblant de légitimité en voulant condamner Madame Dupont ou Monsieur Michu, parce que votre condamnation, tout d'abord, elle n'est pas opposable devant n'importe quel tribunal que ce soit, mais surtout, elle va juste rajouter de l'huile sur le feu et dans une certaine mesure parfaitement déloyale, parce que pas contradictoire. Pour terminer, Maître, cette interview, j'ai juste 2 cas à vous montrer. Vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Là, ces derniers jours, même ces dernières semaines, il y a eu un problème de lait infantile, avec la présence de salmonelle. Quand ça touche des nourrissons, est-ce que la gestion de crise devient totalement différente pour vous? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Quand on touche aux nourrissons, on touche à tous nos concitoyens et concitoyennes. Parce qu'on peut tous s'identifier en se disant oui, telle mère a eu son enfant qui a fini aux urgences, tel frère qui a vu son petit frère finir paralysé, handicapé, parce que dans certains cas, là il est question de salmonella, mais ça peut être listeria avec des listérioses qui vont avoir des dommages considérables sur la vie. Donc, soit de la victime, soit de celle de son entourage. Donc, que ça touche des nourrissons ou pas, j'ai envie de dire, dès lors qu'on touche à l'humain, dès lors que l'on touche à l'humain, la cellule de crise ne va pas avoir les mêmes priorités, les mêmes enjeux. Parce qu'il va y avoir une couverture déjà médiatique qui va différer, et donc un impact sur le plan de l'image de la société qui en sera décuplé. Parce que tout média sera friand de rédiger des articles sur la société qui aura été celle qui a empoisonné un petit bout de chou de 3 mois. Bien sûr, on est complètement d'accord sur ce fait-là. Mais l'idée, c'est même pas de se dire comment limiter l'impact sur l'image de la société si cette dernière serait responsable de l'intoxication d'un nourrisson ou pas. Ça, c'est un problème à intenter. L'idée, elle est encore plus générale. C'est comment est-ce que les pouvoirs publics, et c'est là où on se rend compte que le droit, c'est éminemment politique, vont pouvoir mettre en place des procédés pour que la traçabilité soit plus efficiente, pour éviter que l'on se retrouve dans ce cas-là précisément. Donc, quid de la responsabilité de l'État, des institutions, dans ce genre de catastrophe? Parce qu'un bébé qui n'a rien demandé, un petit bout de chou, qui se retrouve dans les urgences, on le souhaite à personne. Et l'industriel qui a produit le lait infantile en question, c'est le premier, justement, à ne pas le souhaiter. Donc voilà. J'ai un dernier cas,
pareil. Là, c'était en 2022. Il y a eu un rappel de chocolat Kinder, et je pense même qu'il y a eu aussi un cas assez similaire, beaucoup plus récent. Pareil pour une suspicion de salmonelle, décidément. Donc il y a eu un retrait massif en pleine période de Pâques. Quand une crise comme ça tombe en pleine période stratégique, est-ce que la pression pour vous est décuplée? Absolument, absolument. De toute façon, c'est très simple. Lorsqu'on se retrouve en cellule de crise, donc avec le patron, avec le responsable qualité, avec le responsable production, le directeur des ressources humaines, le DAF, etc., etc., et que l'idée justement c'est de temporiser et d'avoir une vision globale, évidemment. Lorsqu'on se retrouve sur le Q4 spécifiquement, donc le dernier quartile de l'année, où là certains industriels font le plus gros de leur chiffre d'affaires, l'enjeu est bien plus important. Mais quand on arrive en cellule de crise, l'idée c'est pas de se dire jusqu'à quel point c'est une catastrophe. Non. L'idée c'est de se dire jusqu'à quel point est-ce que l'on va réussir à garder notre raison pour prendre des décisions qui soient basées sur des éléments factuels au lieu justement d'être basées sur nos passions, nos craintes. Et quand on arrive en cellule de crise, l'une des premières choses qu'il convient de faire, c'est de rire. Okay. Ça peut être vraiment paradoxal de se dire que là on parle quand même de choses très graves, on parle d'enjeux humains, des personnes qui finissent à l'hôpital, on parle de centaines de millions d'euros en jeu, on parle d'un préjudice de réputation qui va être phénoménal, mais ce qu'on apprend justement, ce que j'enseigne quand on arrive en cellule de crise, c'est qu'il faut réussir à prendre de bonnes décisions. Ça c'est l'objectif de la cellule de crise. Mais pour prendre de bonnes décisions, être sur un référentiel qui est celui de la survie, de l'urgence, parce que crainte de l'impact économique de cette crise sur la société, parce que crainte de l'impact d'image, parce que crainte pour les vies humaines, etc., etc., ça n'aide pas. Ça, ce sont des éléments factuels. Nous avons tous conscience de l'enjeu, nul besoin de le rappeler. L'idée, non, c'est plutôt d'activer le cortex préfrontal, qui est responsable justement de notre capacité à réfléchir. Et pour ce faire, plusieurs outils. Le rire. Quand on rit, on se détache de la situation. Et quand le dirigeant de cette société ou l'avocat rit, automatiquement, ça détend tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que si le capitaine à bord rit, c'est que ça va, c'est que tout est sous contrôle. Donc pour moi, c'est une chose très importante à faire à chaque fois en cellule de crise. Et le deuxième élément, c'est de respirer. Voilà, on arrive en cellule de crise, on se prend toujours 2 minutes de respiration profonde. Voilà, pourquoi ? Pour concentrer justement son esprit sur cette respiration. Et en étant concentré sur cette respiration, on n'est plus concentré sur cet instinct de survie qui, en réalité, va juste court-circuiter notre capacité à raisonner et donc nous assurer de mauvais choix. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Maître Aziz Smira. Franchement, je pouvais rester ici avec vous pendant des heures et des heures et des heures. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps file. Hein. Maître Aziz Smira, avocat en droit agroalimentaire, droit pénal, droit de la santé. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir éclairé sur ce métier, sur votre métier, qui est un beau métier, le métier d'avocat. Et si jamais j'ai un problème futur, j'ai votre contact, donc il n'y a pas de problème. Je vous en remercie, Exaucé, pour cette présentation, pour cet échange, pour la qualité de votre travail et également donc Hors Média, auquel je ne souhaite que le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître. Merci à vous de nous avoir suivis sur Hors Média et à bientôt pour un nouvel épisode.